Merci Barbara d'être là. Vous êtes presque la marraine de la fabrique, puisque vous étiez venue l'année dernière, même si je sais que ce nom résonne presque comme une théorie néolibérale, en fait, un fabriqué, un citoyen. Mais vous êtes quand même ici aujourd'hui. Je remercie Marie-Pierre. C'est vraiment un don de faire de la programmation et programmer Barbara Stigler le jour du 49.3. Eh bien, c'est quand même un bel exploit. Merci Marie-Pierre d'avoir tout programmé comme il faut. Bon, alors l'actualité est riche, hein, bien sûr, on y reviendra, mais pour préparer cet entretien, je suis parti de ce petit livre jaune, hein, du Cap aux grèves, récit d'une mobilisation chez Verdier. Et ce que je vous propose, c'est de tourner un petit peu autour de ce texte, et puis pendant 1 heure, et puis vous laisser la parole après, si vous voulez un peu avoir les avis de Barbara Stigler sur l'actualité très chaude. Bon, je vais gagner du temps en vous présentant, hein, je pense que tout le monde vous connaît aujourd'hui. Et elle est sur la première question. Du Cap aux grèves fait suite à un ouvrage de fond qui s'appelle « Il faut s'adapter », un ouvrage finalement de recherche qui a rencontré quasi la grande histoire et puis qui vous a fait réfléchir à votre pratique. Et moi, je voulais revenir en première question sur le titre, en fait, puisque « Du Cap aux grèves » fait écho à votre recherche qui pense que le néolibéralisme est une sorte de darwinisme politique. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ça? L'histoire du CAV, de la grève, il faut s'adapter, de la ligne, une sorte de philosophie de l'histoire, justement. Oui, bien sûr. Avant de répondre à cette question, mais ma réponse viendra de cette remarque, je voulais revenir sur le thème qui a été élu ou désigné, en fait. J'ai participé au vote, effectivement. Et je crois que j'avais choisi les conditions de travail ou un nom comme ça. Hein, c'est ça? Ouais, sur les conditions de travail, l'avenir du travail, voilà. Et j'avais pas choisi ralentir. Mais voilà, je ne suis pas rancunière. Je n'avais pas choisi ralentir parce que, je l'ai expliqué à Marie-Pierre, on a échangé là-dessus. Ce thème, alors, c'est à l'impératif, il y a un point d'exclamation. Hein, ça devient un peu un mantra. Donc, vous avez le camp de ceux qui veulent accélérer et puis le camp de ceux qui veulent ralentir. Et il me semble que c'est une mauvaise manière de poser la question. Ça ne veut pas du tout dire que je pense que c'est un mauvais thème et tout, sinon je ne serais pas venue. Mais disons que j'ai envie de discuter de ça à condition qu'on commence par problématiser la chose. C'est-à-dire que si ça devient un mantra, si ça devient une espèce de slogan simple, il y a les méchants qui accélèrent et il y a les gens qui ont tout compris qui ralentissent, ça va pas. Et c'est, à mon avis, aussi absurde que le camp en face qui dit que ceux qui sont lents vont perdre dans la compétition et ceux qui sont forts, c'est ceux qui accélèrent toujours. Il faut accélérer, voilà. Donc, c'est une vision en fait manichéenne qui s'est imposée un peu dans nos esprits dans la question du rapport au temps. Il est clair que ceux qui dominent, en gros, c'est ceux qui sont pro-accélération. Enfin, pendant très longtemps, il était très clair que les dominants, c'était les pro-accélération et les dominés, les gens bien comme nous, c'était les pro-ralentissement. Donc, par exemple, les pro-accélération étaient pour la prolifération des fast-food, hein, le fait de manger vite, et les gens bien et qui se sentaient écrasés, ils étaient pour la slow food, le fait de manger lentement. Hein. Mais les choses se sont compliquées puisque les mêmes qui sont pour la slow food sont pour une accélération des réformes écologiques. Au bout d'un moment, ils veulent qu'on aille plus vite, qu'on accélère et on n'a pas le temps on n'a pas le temps, quoi. Il faut se dépêcher, il faut accélérer. Et les accélérateurs qui vendent du fast food, du fast sex et du fast tout ce que vous voulez, en fait, si on regarde, on peut aussi considérer qu'en fait, c'est des bloqueurs qui empêchent la société de se transformer et qui ralentissent tout. Et qui empêchent la croissance des enfants, qui empêchent en réalité et qui font stagner la société et qui la font saucifier. Donc en fait, cette opposition manichéenne entre
le bien et le mal à travers le ralentir et l'accélérer, en fait, c'est très faible, je pense. Et la vraie question, c'est pas de savoir si on doit accélérer ou si on doit ralentir. En général, c'est de savoir si sur tel point précis, il faut qu'on accélère et sur tel autre point précis, il faut qu'on accélère ou qu'on ralentisse. Vous voyez ? Donc déjà, ça complique les choses. Parfois, il faut accélérer et parfois, il faut ralentir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'en parle beaucoup dans « Il faut s'adapter », qui est un livre sur le néolibéralisme et sur le rapport au temps. Dans le néolibéralisme et dans la critique du néolibéralisme. C'est vraiment un livre sur le temps et c'est pour ça que vous m'avez invité, parce qu'en fait, je parle beaucoup de cette histoire de ralentissement et d'accélération. Dans « Il faut s'adapter », alors j'ai beaucoup tenu à faire ça m'a demandé beaucoup de temps. D'ailleurs, j'ai fait un index des notions que j'ai fait vraiment moi-même, à la main, quoi, avec l'aide de Gallimard, mais bon, qui m'a bien aidé, mais c'était fastidieux. Et j'ai retenu le terme rythme, parce que c'est fondamental dans ce livre, et le terme hétérochronie. Parce qu'en fait, ce que je défends dans le livre, avec John Dewey, c'est-à-dire le premier grand critique du néolibéralisme, du nouveau libéralisme autoritaire, donc j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais c'est en gros un des plus grands philosophes américains du début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle. Ce que Dewey dit, c'est que ce qui compte, c'est pas d'accélérer ou de ralentir. Enfin, il le dit pas comme ça, mais c'est ça que ça signifie. C'est la composition des rythmes. Le fait qu'on puisse composer de manière polyphonique, comme dans la musique, nos rythmes. Et qu'il n'y a pas de musique sans un accord de multiplicité de rythmes, exactement comme un accord entre multiplicité de notes, de timbres, la dissonance, l'assonance, les consonances, enfin voilà, toutes ces questions-là. Et du même coup, il faut sortir de ce manichéisme je pense que ça, c'était assez clair. Alors, pourquoi John Dewey dit ça ? Parce qu'il affronte un des premiers théoriciens du nouveau libéralisme autoritaire qui s'appelle Walter Lippmann. Donc, c'est la rencontre intellectuelle entre ces deux géants que je raconte dans « Il faut s'adapter ». Il y a deux personnages, donc l'un des premiers théoriciens de ce nouveau libéralisme autoritaire américain entre les deux guerres, et puis le philosophe qu'il rencontrera sur sa route très vite comme un obstacle, qui est John Dewey. L'analyse de Walter Lippmann, c'est que le libéralisme doit se renouveler parce que le libéralisme ancien et classique a failli et nous a conduit à la faillite et notamment à la crise de 29. On a tout laissé faire, les flux financiers, etc., et c'est l'effondrement du système d'abord bancaire, etc., puis social, économique, social et même politique. Et vous connaissez ça, c'est les années 30. Alors c'est tout sur la crise de ce que les Américains appellent le big business, qui commence à couver dès la fin du 19e siècle, un peu comme aujourd'hui, si vous voulez, on est dans des choses qui ressemblent beaucoup. Alors, Walter Lippmann dit donc le libéralisme doit se transformer. Il faut qu'il arrête de laisser faire, il ne faut pas faire confiance, il faut un État fort qui prend tout ça en main et qui montre la destination. Donc c'est là où je commence à répondre à votre question. Qui montre la destination, qui montre la fin vers laquelle on doit aller et qui impose cette fin, mais par des moyens qui ne soient pas violents physiquement, pas par la coercion. Il faut éviter toute forme de coercition, toute forme d'oppression du type emprisonner les gens, les frapper. Voilà. Bon, il faut éviter la violence. Et donc, on va le faire, pousser les gens dans la bonne direction par ce qu'il appelle la fabrication, de manufacture, la fabrique du consentement. Il faut fabriquer le consentement. Et comment on fabrique le consentement ? Par un arsenal industriel qui passe pour lui par les industries culturelles. Bon, évidemment, les grands médias, hein, les journaux, la chronique tous les jours, enfin l'équivalent des chaînes d'infos continues, etc. Mais aussi, bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin, le cinéma. Hein. Voilà, donc tout ce qui relève de la culture, des loisirs, et vraiment arriver à reconfigurer, et bien sûr, l'éducation. L'éducation qui devient le lieu de la fabrication
d'une adaptation à la fin de l'histoire. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette fin de l'histoire pour Walter Lippmann? Alors, c'est le fait que, disons que Lippmann lit Darwin, et il le lit très mal, et il dit il faut repenser la politique en ayant en tête que nous venons de la vie, nous venons de l'évolution, nous n'avons pas été créés par Dieu, hein, nous sommes d'abord des animaux. Mais oui, j'en suis désolée, c'est ce qu'il dit. Je comprends que vous déploriez, mais c'est ce qu'il dit. Il n'a pas, voilà, il soutient une forme de naturalisme, mais un naturalisme artificialiste, puisque nous venons de l'évolution, voilà, l'ascendance animale de l'homme. Nous nous sommes hominisés, comme on dit aujourd'hui, hein, lentement, depuis la préhistoire, à travers toutes les... Et puis, notre psychologie a évolué, et donc il se passionne pour la psychologie évolutionniste. Psychologie évolutionniste qui fait un retour aujourd'hui très important à travers les sciences neurocomportementales. Et donc, il dit que il faut repenser la politique à partir de ça. Donc, nous sommes hominisés, nous sommes constitués en communauté, nous sommes constitués en communauté fermée, d'abord, et stable. Donc, les tribus, les communautés villageoises, éventuellement des cités, mais des cités relativement fermées et stables. Et donc, notre cerveau et nos fonctionnements psychiques ne sont pas adaptés à la grande révolution historique que nous avons nous-mêmes initiée, et qui est le sens de l'histoire et de l'évolution pour lui, à savoir, comment dire, à savoir une division du travail de plus en plus spécialisée et de plus en plus coordonnée et de plus en plus globale et mondiale. Bon, en fait, il est complètement sous l'influence de Herbert Spencer, sociologue de la fin du 19e siècle, qui dit on part de la matière et puis on va vers la vie qui se diversifie et se spécialise. Et puis à la fin, les sociétés humaines sont hyper spécialisées et coordonnées entre elles dans un grand marché mondial où, par exemple, pour fabriquer une montre, eh ben, on va aller chercher tous les éléments partout. Pour fabriquer en fait tous les objets du marché, on va aller partout, là où c'est le plus optimisé, si vous voulez. Et donc, ces gens essaient de penser la mondialisation de l'économie. Et ils considèrent que c'est le sens de l'histoire. Et du coup, tout ce qui est de l'ordre de la frontière culturelle, de la fermeture sur soi, du fait de fonctionner dans des communautés, des États-nations, etc., apparaît archaïque. En fait, l'idée, c'est qu'il y a une grande société mondiale et que l'idée, par exemple, d'une souveraineté nationale, c'est vraiment quelque chose de totalement archaïque. Donc, Lippmann va plus loin et il dit « Notre psychisme n'est pas adapté à cette mondialisation du monde et c'est un problème. Donc, on est un peu handicapé, notre cerveau est en retard et il est trop lent parce que maintenant, on est dans un monde de mutation permanente et il faut s'y adapter en permanence. Il faut s'adapter en permanence à la fois à l'ouverture des frontières, à la liquidation de toute forme de frontières, dans un grand plan unique, donc ça c'est au niveau de l'espace, et au niveau du temps, il faut s'adapter à une accélération de tous les rythmes. Les plus lents et les plus fermés seront les perdants, les plus ouverts et les plus accélérés seront les gagnants. Donc comment faire? Eh ben, il faut adapter de force l'espèce humaine à ce nouvel environnement en transformant le sens de l'éducation. Désormais, être éduqué, ce n'est pas s'émanciper. Être éduqué, c'est être adaptable à des mutations permanentes. Et donc, ça va changer complètement le sens de la formation. On va de même changer complètement le sens de la santé. Être en bonne santé, c'est pas ne pas être malade, par exemple. Être en bonne santé, c'est être toujours plus performant, toujours plus adaptable, toujours mieux adapté à un environnement changeant. Vous imaginez les conséquences sur la psychiatrie
etc. Enfin, ça change le sens du travail, hein, évidemment. Il n'y a plus de métier, il y a l'employabilité, la flexibilité, la polyvalence, etc., etc. Tout ça, c'est déjà dans les textes de Lippmann. Et donc, Lippmann pose une opposition manichéenne entre ce qui est supérieur, à savoir l'accélération, et ce qui est inférieur, à savoir la lenteur. Si vous regardez à l'école, par exemple, il y a une stigmatisation permanente des gens qui sont jugés lents et une valorisation permanente de ceux qui sont rapides. Et c'est pourquoi être lent, ce serait moins bien qu'être rapide. C'est absurde. Enfin, quand vous écoutez un mouvement lent de Beethoven, il n'est pas moins bon qu'une accélération de la sonate ou de... Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, ce sont des jugements de valeur complètement manichéens. Et Dewey a été extrêmement intelligent parce qu'au lieu de dire « non, je suis contre l'accélération et je suis pour la lenteur ou pour les lents », il a dit « c'est pas la question c'est la composition de la multiplicité des rythmes. Le fait que les rythmes qui sont désaccordés, et c'est pas facile, quand vous avez une vie de famille et que vous êtes 5 sous le même toit, regardez bien, il y a plein de conflits autour des rythmes. Par exemple, le matin, c'est la guerre du rythme. Il y a ceux qui sont lents, ceux qui sont rapides, et il y a le chef de la maison, bon, souvent c'est un parent, parfois c'est la mère, qui veut aller beaucoup plus vite. Il y a ceux qui sont lents, ou l'inverse, vous avez des enfants qui veulent que tout aille très vite, puis des parents qui sont ralentis, enfin bref. Et on voit que la question, bon évidemment, une des grandes questions, c'est le conflit entre les vieux et les nouveaux. En gros, les vieux sont plutôt ralentis, les nouveaux sont accélérés, ou l'inverse. Vous avez quelque chose, les vieux savent faire très vite certaines choses, alors que les nouveaux, il leur faut 1 heure pour lasser leurs chaussures. Et donc, en fait, tout ça, ça crée énormément de tensions. Et évidemment, dans la question de la transformation sociale devant les changements, il y a des enjeux fondamentaux. Et là, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'allocation de l'argent, c'est une question extrêmement dure, aussi dure que la lutte des classes, autour du temps. Bon. Et ça, c'est passionnant. Et Dewey, il va avoir l'intelligence de pas donc prendre le parti manichéen inverse, et il va réfléchir à ce que j'ai appelé, moi, l'hétérochronie. Alors, quand on revient maintenant à Du Cap aux grèves, eh bien, le cap pour le nouveau libéralisme autoritaire qui impose le rythme, alors Lippmann dit très clairement le chef, il appelle ça le leader, le dirigeant dans le nouveau libéralisme autoritaire. Et le nouveau libéralisme autoritaire, c'est une société dans laquelle partout il y a un chef, c'est-à-dire, bon, évidemment, il y a le chef du gouvernement ou du pays, mais il y a, par exemple, à la bibliothèque de Mériadec, il y a le chef, dans la famille, il y a le chef, vous voyez, il y a toujours un leader, en fait. Il y a un leader qui est aussi un leader d'opinion. C'est lui qui dit comment il faut penser et comment il faut s'adapter. Donc, le leader, il le compare à un chef d'orchestre, et là, on voit qu'il ne sait pas ce que c'est que la musique, et il dit, le leader est un chef d'orchestre qui met tout le monde au pas dans le même rythme. Voilà. Alors, donc, c'est une manière très étrange de comprendre les rythmes, et le cap, c'est de s'adapter à... Voilà. Et Dewey répond non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'évolution part dans tous les sens, et dans la manière dont l'espèce humaine évolue, l'évolution va être forcément une composition de rythme entre les anciens et les nouveaux, entre les habitudes stables et l'impulsion au changement. Et donc, c'est précisément pour lui ça la grande question politique. Et il a pas tort, je pense. C'est une grande question politique qui a longtemps été sous-évaluée. Alors, Du Cap aux grèves, c'est donc, on est passé d'une vision du temps politique où le temps était orienté vers un cap désigné par un chef. Je rappelle que le terme de chef vient du latin. Enfin, chef et cap ont la même étymologie. Le capitaine, le cap, le chef, ce qui est capital, tout ça, c'est la même étymologie. On est passé d'un temps qui était comme ça, y compris d'ailleurs dans la critique sociale progressiste, où il y avait quand même toujours cette idée du leader maximo. On est passé de ça à ce que j'appelle les grèves, Du Cap aux grèves. Évidemment, il y a une métaphore maritime en hommage à la belle ville de Bordeaux.
du cap aux grèves, c'est-à-dire les grèves sont ces lieux sur lesquels on s'arrête, non pas forcément pour se ralentir, s'allonger sur la plage et dormir tous ensemble par une longue sieste. En général, c'est pas ça une grève. Hein. On s'arrête, on arrête le travail tel qu'on le faisait avant et on continue à travailler parce qu'on ne dort pas. Enfin, quand on fait la grève, on ne se couche pas par terre pour dormir. Hein. On ne se repose pas. Hein. Il n'y a rien de plus fatigant qu'une grève. On s'arrête sur cette grève, sur cette plage de temps qui est volée comme ça, sur le temps prescrit. On s'arrête et on s'affronte, on se confronte, on se rencontre et on délibère ensemble pour penser le travail autrement et pour travailler autrement ensemble. Donc, la grève, c'est pas exactement l'arrêt du travail, c'est le fait de reprendre le pouvoir ensemble sur notre propre travail pour travailler autrement et réfléchir à nos conditions de travail ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus sur le lieu de travail, qu'on ne travaille pas. On travaille, puisqu'on pense à notre travail, on réfléchit à notre travail. Là, par exemple, les éboueurs, en ce moment, parlent beaucoup de leur travail, réfléchissent à leur travail, expliquent leur travail, et ils sont au travail. Ils ne sont pas en vacances. Vous voyez ? Certes, ils ne ramassent pas les poubelles à Paris, mais ils font plein de choses autour de leur travail. Donc la grève, ce n'est pas l'arrêt du travail, c'est même pas le ralentissement du travail, parce que, comme je disais, la grève, c'est très fatigant. Donc il y a énormément d'accélération émotionnelle, cardiaque, mentale. Voilà. La grève, c'est un bouleversement des rythmes où on demande autre chose. Et aujourd'hui, on en parlera peut-être, hein, la crise du Covid, j'y reviendrai, il y a eu énormément de choses fausses. Hein. Tous ceux qui ont cru que la crise Covid, c'était un moment de ralentissement, c'est vraiment d'une naïveté. Non, au moment de la crise du Covid, on n'a pas du tout ralenti. Il y a eu énormément de choses qui ont été bloquées, arrêtées, grippées, handicapées ou je sais pas quoi. Et puis, il y a eu énormément de choses qui se sont accélérées et des choses, malheureusement, extrêmement dangereuses. Il y a eu une accélération. Alors, maintenant qu'on a un peu ce bagage théorique commun, j'ai envie de faire une petite pause et de parler un peu de vous, parce que c'est un ouvrage à la première personne, c'est sûrement le premier pour vous. Et ce récit parle de fond, hein, comment finalement votre ouvrage, il faut s'adapter, rencontre la réalité sociale du pays à un moment donné, et puis ça parle de vous en tant que chercheuse, et moi je trouvais ça vraiment très intéressant, et quelque part pour employer ce terme de la philosophie marxiste, hein, vous rentrez un peu dans la praxis, hein, vous allez dans la pratique sociale, et j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu ça, comment finalement ça s'impose à vous de vous sortir un peu de ce rôle de chercheuse, et vous l'expliquez bien au début, en fait, hein, être chercheuse, c'est un peu se mettre en retrait, c'est être au calme, c'est exploiter les sources. Et là, vous allez rentrer dans cette première partie où vous parlez des gilets jaunes, vous rentrez dans le mouvement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce cheminement de pensée qui vous amène à faire ça ? Oui, alors c'est vrai que pendant extrêmement longtemps, jusqu'en 2009, donc j'ai commencé à enseigner en 1995, je crois, donc pendant 15 ans, je me tenais très loin de l'action politique, la sphère politique vraiment, comment dire, si vous voulez, j'ai participé à plein de manifestations, de cortèges, etc. Mais j'étais toujours assez... ça ne me plaisait pas ce que j'entendais. J'étais toujours très déçue. Je ne me reconnaissais pas dans les discours. Par exemple, mon premier mouvement politique, c'était en 86 contre la sélection à l'université, contre la loi Devaquet. Et vraiment, ça ne n'allait pas du tout. Enfin, je me souviens, j'étais lycéenne et les gens disaient, ils avaient des grandes banderoles, nous sommes apolitiques. Je trouvais ça complètement débile. Donc moi, je ne me trouvais pas apolitique. Moi, j'aimais la politique. Bon, donc, je ne me reconnaissais pas. Ensuite, en 1995, je suis passée complètement à côté du mouvement. Évidemment, j'ai manifesté contre les lois Juppé. Enfin, j'étais complètement en soutien des grévistes, etc. Mais bon, j'étais à côté. Et c'est seulement en 2009 que j'ai basculé dans la mobilisation politique. Je me suis retrouvée vraiment dans des assemblées générales inflammables et tout. C'était le moment où Nicolas Sarkozy, avec son gouvernement, a pris un
un énorme bazooka et a commencé à détruire l'université à coups de massue. Ça a très bien réussi d'ailleurs, parce que il a imposé la loi LRU, qui est une loi qui, en gros, conduit à ce que la démocratie universitaire soit vraiment très mise à mal et plein d'autres choses que j'ai pas le temps de raconter ici. Mais bon, bref, la LRU a fait énormément de mal à l'université et toutes les lois qui ont suivi n'ont fait qu'aggraver les effets de la LRU, dont je peux pas parler ici. Mais en gros, là, d'un coup, j'ai pu basculer dans la mobilisation parce qu'en fait, ce dont on parlait là, ce qu'on essayait de sauver, ce qu'on essayait de réinventer, c'était mes conditions de travail ici et maintenant. Voilà. Donc moi, là, j'avais pas d'un côté ma pensée et puis de l'autre mon action. Je pouvais articuler mon travail et la réflexion politique sur le travail, et donc je me sentais dans quelque chose de vraiment sérieux. Alors que quand je défilais pour les cheminots, pour l'État social, etc., c'était abstrait pour moi. J'étais quand même en 95. J'étais loin de tout ça dans ma vie de tous les jours. Et donc voilà. Et ensuite, je vivais à la campagne, donc j'étais un peu en retrait de l'effervescence. Mais quand même, à la campagne, j'ai commencé à avoir des problèmes de voiture, de contrôle technique, de plein de choses, de gens qui ne trouvent pas de médecin, parce que je vivais comme tous les gens qui vivaient dans cette région. Enfin, on avait des problèmes énormes pour avoir des soins. De la fermeture des services publics, tout ça, vous voyez. Et donc, ça m'a complètement familiarisée aux problématiques qui deviendront les problèmes phares des Gilets jaunes. C'était aussi des problèmes qui étaient complètement familiers pour moi. Voilà. Par exemple, une anecdote idiote, mais j'avais une voiture et elle n'est pas passée au contrôle technique. Donc, je devais racheter une voiture, mais je n'avais pas d'argent. Bon. Je crois que j'ai roulé sans contrôle technique. Ce qui est hyper dangereux au niveau assurance. Enfin, c'est absurde, quoi. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce fameux déclassement? Enfin, c'est aberrant. Et donc, quand les Gilets jaunes ont surgi, alors j'étais complètement sidérée. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Enfin, comme tout le monde. Enfin, mais en fait, assez vite, j'ai mis un gilet jaune. En fait. Voilà. Et j'étais très mal à l'aise parce que c'était pas normal de mettre un gilet jaune à la place où j'étais. Donc je le faisais en cachette. C'était pas évident, quoi. D'ailleurs, vous le racontez, une forme de malaise en fait, Ouais. de par votre position sociale, Ouais. d'être au sein des Gilets jaunes. Oui. Vous voyez la journaliste Ruth El Krief sur BFM TV? Ah, j'adore. Il y a les vrais gilets jaunes et les faux gilets jaunes. Donc moi, j'étais une fausse gilet jaune. Alors, à plusieurs reprises dans Du Cap aux Grèves, vous expliquez que les Gilets jaunes sont avant tout un mouvement politique et non un mouvement social, comme ça a été quand même repris dans bon nombre de médias. Et vous avez l'air mais je me trompe peut-être, vous avez l'air d'opposer quand même les mouvements sociaux qui seraient basés quand même sur une forme pas de corporatisme, mais de défense de groupe et un but peut-être plus haut, un mouvement politique. Est-ce que vous pouvez un peu oui, alors expliquer ça? C'est une bonne question. Je vous remercie vraiment de me poser cette question parce qu'effectivement, il y a peut-être un malentendu. Je comprends que vous ayez cette impression en me lisant, que les mouvements politiques seraient supérieurs aux mouvements sociaux. C'est pas du tout ce que je pense. Je pense que un mouvement social peut être vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui en fait a toujours une portée politique, mais qui est pas forcément explicite, qui est pas forcément consciente. Et un mouvement politique peut être tout à fait faible et en fait fallacieux et décevant. Enfin, vous voyez, pour moi, il n'y a pas de. En revanche, dans un mouvement social, vous pouvez réclamer du pain, vous pouvez réclamer du travail, vous pouvez réclamer un changement de vos conditions de travail. C'est un mouvement social et il peut être fondamental. Je veux dire, par exemple, au Chili, il y a eu un mouvement social très important. Enfin, il y a eu un mouvement qui est parti d'un mouvement social très important contre l'explosion du prix du ticket de métro. Alors, j'ai appris que le ticket de métro au Chili, il change toute la journée selon l'affluence.
C'est-à-dire, aux heures de pointe, le ticket de métro est super cher, puis dans l'après-midi, vous pouvez l'avoir 2 fois moins. Vous voyez, c'est monstrueux. Donc, ce à quoi on s'est habitué pour le train, d'ailleurs, hein, et pour plein de choses. Alors que ça aurait beaucoup choqué les gens de l'époque de la SNCF et des PTT d'apprendre qu'il n'y a pas les mêmes prix de train. Enfin, c'était aberrant. Bon, ben, ça c'est la vision néolibérale, vous voyez. Au bout d'un moment, ça sera comme ça. Vous paierez. Alors, cet horrible système des prix du métro, bon, vous savez que le Chili, c'est l'un des laboratoires du néolibéralisme autoritaire de type ultralibéral de Pinochet. Donc, le Pinochet est parti, la dictature est partie, mais le néolibéralisme est resté, malheureusement, au Chili. Et donc, cette augmentation soudaine a déclenché un immense mouvement social qui en fait s'est avéré un mouvement politique, puisque maintenant, il y a toute une réflexion et une crise politique autour de la Constitution. Voilà, donc ça, c'est un mouvement d'abord social qui devient un grand mouvement politique. Voilà. Les Gilets jaunes ont d'emblée été un mouvement politique, voilà, qui peut devenir un mouvement social. Mais en fait, pourquoi? Parce que immédiatement, dès qu'ils ont surgi, ils ont parlé de l'État, ils ont parlé des services publics de l'État, et ils ont parlé de la démocratie. Ce qu'ils voulaient, c'était des services publics, un État qui fait son travail de service public et que la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Donc les références inconscientes, pas forcément, il n'y avait pas d'intellectuels organiques qui leur écrivaient les textes, mais les références qui étaient à l'arrière-plan des Gilets jaunes, c'était notamment la pensée de Jean-Jacques Rousseau, la question de la souveraineté populaire, c'était des choses comme ça en fait. Et c'était tout à fait normal que ça surgisse en France, parce que c'est lié à l'histoire de notre pays. Donc c'était un mouvement immédiatement politique. Et il a été très mal compris par beaucoup d'intellectuels et beaucoup de militants de gauche qui ont vu ce mouvement comme un mouvement anti-impôt, un mouvement trumpiste, un mouvement de gens qui sont contre les taxes. Mais c'était vraiment pas vrai. Oui, il y avait des gilets jaunes qui étaient anti-impôt. Bien sûr, j'en ai rencontré, il y en avait plein. Mais c'était pas le sens, en fait, c'était pas ça qui faisait la cohésion du mouvement. Parce que s'ils étaient tous anti-impôts, ils n'auraient pas demandé le retour des services publics. Voilà. Donc c'est en ce sens-là. C'est un grand mouvement sur la démocratie. Alors, petite question de curiosité, vous disiez que vous n'affirmiez pas auprès de vos collègues que vous étiez gilet jaune, mais au sein des gilets jaunes, est-ce que vous... J'ai eu des collègues qui portaient des gilets, qui m'ont avoué qu'eux aussi, ils avaient mis un gilet jaune. Et alors, avec les autres gilets jaunes, est-ce que vous parliez de votre condition d'enseignant, chercheur? C'est quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Assez discrète, ouais. Ouais. Mais enfin, au début. Et après, j'ai découvert qu'il y avait des médecins, il y avait des chercheurs, il y avait des infirmiers, il y avait des bibliothécaires, il y avait de tout, en fait. Alors, pour revenir sur la doctrine néolibérale, c'est une doctrine de l'histoire, enfin du sens de l'histoire. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et je vous le dites à un moment donné, c'est une doctrine où l'État est important. Parce que souvent, quand on voit dans les médias, il y a quand même une petite confusion entre l'ultralibéralisme et le néolibéralisme, ce qui n'a rien à voir. Et donc, c'est une doctrine du sens de l'histoire, parce qu'il y a un cap, comme vous dites. On sait où on va, et on sait ce que sera la fin. Mais est-ce que ça ne se heurte pas aujourd'hui à l'urgence climatique, qui est une doctrine de la fin tout court, là, si j'ose dire, la fin du monde? Et comment les gouvernements, justement, arrivent à composer cette doctrine et puis l'état actuel de la planète? Alors, sur le néolibéralisme, je rappelle souvent, et je veux le dire ici, que c'est un objet de recherche qui est très travaillé dans toutes les universités du monde. Hein. C'est vraiment depuis, je ne sais pas très bien quand, mais depuis peu, mais quand même maintenant on a un petit recul, depuis disons une quinzaine d'années, c'est devenu vraiment un objet d'étude. C'est un peu Michel Foucault qui a donné ses lettres de noblesse à ce néolibéralisme. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire Naissance de la biopolitique, les cours au Collège de France. Très, très, très intéressant, passionnant, et c'est un cours donc vraiment tout à fait accessible. De toute façon, en général, Michel Foucault, c'est très, très lisible, quoi, on peut le dire. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément de débats académiques autour de l'identité du néolibéralisme. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une essence du néolibéralisme, le néolibéralisme, c'est ça. Il y a d'autres gens qui pensent qu'il y a
tellement de néolibéralisme qu'à la fin, on ne sait plus ce que c'est. Bref, mais en gros, je pense que c'est pas la peine de se perdre dans ces querelles théologiques. En gros, il y a dans le nouveau libéralisme qui émerge entre les deux guerres et qui s'impose dans les années 70 un peu partout, il y a deux voies. Il y a la voie la mieux connue, qui est la voie ultralibérale, on va dire Pinochet-Thatcher, donc très autoritaire, mais qui en gros explique qu'il faut l'État n'est pas la solution, c'est le problème. Donc pas de service public, tout ça, il faut que du marché, que du commerce, voilà. Donc là c'est une espèce d'extrémisme en fait. Ce sont c'est évidemment une doctrine, effectivement. Vous avez raison, c'est bien le mot. Totalement extrémiste et extrêmement violente et dangereuse. Donc c'est l'ultralibéralisme, donc qui a sévi en France aussi sur le plan idéologique. On a eu plein d'ultralibéraux, même s'ils sont toujours heurtés à la puissance de l'État et de ses corps constitués et qui ont une capacité à résister qui est assez puissante. Bon, si on va en Angleterre, on voit qu'il y a énormément de choses qui ont été laminées, complètement détruites. Voilà. Donc ça, c'est la voie la mieux connue. Et en France, il y a ou en Allemagne, ou en Union européenne, etc. Donc à la différence de l'Angleterre, qui est très proche du Chili de Pinochet, dans sa vision économique et libérale, il y a le nouveau libéralisme autoritaire à tendance qui sans cesse passe par l'État et qui va augmenter la coercition étatique. Et donc, qui va investir l'école publique. Donc, on va avoir, par exemple, des ministres de plus en plus invasifs qui vous expliquent comment vous devez former moralement les éduqués. Vous voyez, vous allez avoir un ministre de la Santé qui vous explique quelle est la doctrine vaccinale. Voilà, on l'a vu pleinement là. Voilà, donc de plus en plus autoritaire, de plus en plus invasif. Donc une puissance publique qui devient une espèce de harcelante, qui se met à en fait tout contrôler, tout surveiller et totalement disciplinaire en fait. Donc c'est assez différent on détruit l'État et on laisse les marchands tout faire. En fait, c'est très une coercition étatique qui passe par la puissance publique et qui évidemment détruit par ailleurs l'État social et tout ce qu'il y a de plus beau dans l'État. Voilà. Donc ce nouveau libéralisme autoritaire, c'est Lippmann qui, entre autres, qui en est l'inspirateur avec plein d'autres intellectuels. Et il va s'imposer au moment où on va construire le projet européen. Il va s'imposer avec les Allemands, les ordo-libéraux allemands, qui vont être très influents autour de la construction du projet européen. Ils n'auront pas le dernier mot sur tout, mais ils vont être extrêmement influents. Ils le sont encore aujourd'hui, bien sûr. Et puis, il va s'imposer, par exemple en France, il va s'imposer tellement que non seulement la droite sera néolibérale, mais la prétendue gauche progressiste sera complètement imprégnée de cette doctrine néolibérale. Il faudra, par exemple, vous allez avoir des ministres d'éducation soi-disant de gauche qui vont transformer l'éducation en un programme pour être plus adaptable face à la compétitivité mondiale et à la compétition. Vous voyez, donc tout va être transformé par des en fait, on va renoncer, par exemple, au projet socialiste et à la place, on va dire qu'il faut être réformiste, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à la compétition mondiale par des moyens soi-disant plus équitables, moins violents que les ultralibéraux. Mais en fait, ce seront des néolibéraux d'une autre sorte, quoi. Alors, l'urgence climatique, parce que donc on a ce cap, on a donc cette mondialisation, mais c'est un gros grain de sable quand même dans ces projections. En fait. Comment ils intègrent
cette question-là. C'est un vrai problème pour les néolibéraux, hein, mais Walter Lippmann l'avait vu. Il avait très bien vu que la prédation effrénée sur les ressources, etc., allait détruire les ressources en question. Et c'est normal qu'il n'était pas voyant, il était américain. Et les Américains, dans les années 30, ils avaient tous en tête les problèmes écologiques. C'était totalement normal. Il y avait d'ailleurs même l'écologie, enfin la conscience de la destruction de la planète par la révolution industrielle était tellement avancée qu'il y avait des polémiques à n'en plus finir entre les préservationnistes et les conservationnistes. Par exemple, autour des parcs naturels américains que vous connaissez tous. Donc, l'écologie aux États-Unis, ça remonte au 19e siècle. Hein. C'est extrêmement important, l'écologie. Aux États-Unis. Pourquoi ils seraient en avance sur nous? C'est tout simplement parce qu'ils avaient beaucoup plus détruit et beaucoup plus rapidement et qu'ils avaient été confrontés à des chocs extrêmement violents, avec les Indiens, avec tout ça. Alors, du même coup, Lippmann sait très bien que si on est dans une prédation effrénée et s'il n'y a pas des règles, en fait, sur la manière dont si on ne fait que piller, c'est pas possible. Donc, il faut des règles, il faut une espèce de justice environnementale, il faut toutes sortes de normes et de ce qu'il appelle des règles du jeu, un code de la route. Et donc, on peut tout à fait être néolibéral et parler tout le temps d'environnement. Le problème, c'est que c'est sur le cap, c'est-à-dire que quand on dit que le cap, c'est la mondialisation des échanges, il y a un moment où cette mondialisation des échanges est tellement insoutenable sur le plan tout simplement matériel. Elle est insoutenable pour le climat, elle est insoutenable pour tous les vivants qui vivent sur la Terre, et elle est insoutenable pour notre santé, pour nos corps, etc. Pour nos rythmes, pour notre esprit, pour notre culture. C'est tellement insoutenable que, au bout d'un moment, ça remet en cause le cap. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'ont dit les Gilets jaunes. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est vous nous punissez parce qu'on est obligé de prendre notre voiture, parce qu'on peut pas, on est obligé de vivre loin des villes et on est obligé de faire 50 km pour aller à notre travail, etc. Mais tout ça, alors qu'au même moment, vous encouragez les cargos, la mondialisation, la fabrication d'un t-shirt à l'autre bout de la Terre, etc. C'est aberrant. Enfin, si vous voulez qu'on pose la question de la taxe carbone, posons-la vraiment. Vous faites ça, puis au même moment, vous passez votre vie à faire le tour de la planète en avion et à massifier la mondialisation des échanges, des flux culturels, touristiques. C'est aberrant. Bon. Donc, la crise écologique et sanitaire, je le dis souvent, c'est une des pires choses qui peut y arriver au nouveau libéralisme autoritaire, puisque c'est la remise en cause du cap. Le cap détruit la vie et ses conditions et détruit nos psychismes, détruit notre esprit. Donc, le pseudo-cap. Donc, c'est pas le cap, c'était faux, c'était un mensonge et tout le monde est en train de s'en rendre compte. Il n'y a pas un entrepreneur, il n'y a pas un ami du capitalisme un peu normal qui vous dit oui, le cap, maintenant, c'est de tout mondialiser. Enfin, c'est impossible. On a vu ce que c'était de tout mondialiser face à n'importe quel virus, plus personne ne tient debout, etc. Bon. Donc très bien. Mais là où on risquerait d'être naïf, c'est de croire qu'il suffit de laisser faire les virus ou de laisser faire la crise écologique pour que tout le monde arrête avec le néolibéralisme. C'est là qu'il faut faire attention. Parce que ce nouveau libéralisme autoritaire, il a une capacité de mutation aussi, comme les virus, qui est assez impressionnante. Et donc, face à tout ce qui le met en difficulté, il mute. Et donc, moi, les gens qui m'ont raconté à longueur de tribune que grâce au Covid, le monde s'était arrêté, on allait en finir avec le néolibéralisme, enfin, toutes les bêtises que j'ai pu lire. Moi, j'ai lu de la part de grands intellectuels des choses quand même effarantes. Le Covid a tout arrêté, le capitalisme de prédation c'est fini, nous voilà tous enfermés, c'est merveilleux, tout s'arrête, nous ralentissons, nous entendons le chant des oiseaux. Vous avez vu toutes ces tribunes? Mais c'est aberrant. Au moment où ils étaient en train de nous chanter les louanges du ralentissement, du blocage, d'un basculement miraculeux d'Emmanuel Macron dans l'État-providence, grâce au virus, le virus a révolutionné le monde et même l'esprit d'Emmanuel Macron, qui est devenu un partisan de l'État-providence. Non mais vraiment, au moment où on nous a raconté ça dans ces tribunes,
Bon, je ne vais pas citer de nom parce que je n'ai pas envie d'être désagréable, mais c'est des gens très connus. Au moment où les grands intellectuels de tribune nous ont raconté tout ça, en fait, il y avait une accélération du virage numérique, digitalisation de toutes nos activités. Et par exemple, pour avoir de quoi manger, de quoi lire, de quoi, etc., on s'est mis à utiliser Amazon, etc. Il n'y a jamais eu autant de cartons qui ont circulé dans tous les sens. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, nous raconter que c'est un ralentissement et que grâce au virus, grâce à la crise écologique, grâce à la crise sanitaire, on va tous devenir progressistes et solidaires, mais c'est n'importe quoi. Donc, il y a eu une occasion, une aubaine pour accélérer la digitalisation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la digitalisation? Là, ça veut dire l'explosion, la domination pleine et entière du capitalisme numérique. Et du capitalisme numérique, c'est-à-dire de la financiarisation à outrance de l'économie. Et donc, l'économie réelle s'est trouvée détruite. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a une telle inflation. C'est pour ça que tout est désorganisé. C'est pour ça que nos organisations sociales sont au bord de l'implosion ou de l'explosion, je ne sais pas comment dire. Parce qu'en fait, tout ça, tout ce qui a été mis en place au moment du Covid, cette folie du pognon de dingue, quoi qu'il en coûte, qu'il y a eu au niveau de l'Union européenne et dans certains pays qui ont complètement perdu la raison, ou plutôt qui ont accéléré des programmes politiques préexistants, eh bien en fait, ça a conduit à détruire l'économie réelle et à déconnecter totalement les prix de la réalité, et à faire des bulles spéculatives, etc. Quand on vous raconte que c'est la guerre en Ukraine qui fait que vous payez votre yaourt 3 fois plus cher, 30% plus cher, ou 20%, c'est une propagande honteuse. C'est faux. Tout ça s'est mis en place avec cette accélération du capitalisme numérique et de l'explosion des super profits, etc. Donc ça, c'est une accélération. Autre accélération fondamentale, il y en a eu plein, mais j'aimerais vraiment me concentrer sur la digitalisation, le virage numérique extrémiste imposé à tous. Vous êtes obligé. Vous avez un gamin qui est en CP et puis d'un coup, vous vous retrouvez avec votre gamin toute la journée sur un ordinateur pour qu'il apprenne à lire, à écrire, à compter pendant des mois. C'est ahurissant. Je prends l'exemple d'un enfant en CP parce que je trouve que c'est assez parlant quand même. Et ça s'est fait d'un seul coup. C'est-à-dire qu'avant, votre enfant, éventuellement, vous ne vouliez pas qu'il aille sur des écrans ou très peu. Et puis d'un seul coup, votre enfant, il passait sa vie sur un écran. C'était obligé, c'était la République qui vous demandait de le rendre accro aux écrans. C'est quand même un truc qui s'est fait en une journée, quoi. Et personne n'a eu le droit d'en parler, d'en discuter, de le contester. C'était comme ça. C'était le 17 mars, c'était le 18 mars. Hop, tout le monde, tous les gamins deviennent des gens qui passent leur vie sur les écrans comme s'ils vivaient dans une entreprise. Bon. Donc ça, c'est une accélération qui est complètement folle. Donc il n'y a pas eu de ralentissement, il y a eu toutes sortes de blocages et d'accélération. Et l'autre grande accélération, c'est le basculement dans un régime autoritaire, qui s'est fait à une vitesse. Enfin, moi, j'ai vu comme ça des espèces d'immenses digues, de puissants garde-fous qui quand même existaient avant, qui ont commencé à s'effondrer comme ça. Parce qu'il y avait un virus qui était effectivement dangereux, etc., effectivement très problématique, qui mettait un certain nombre de systèmes sanitaires de certains pays en difficulté, c'est vrai, mais c'était arrivé par ailleurs avant, et ça arrive régulièrement. Enfin, ça ne justifiait pas de détruire la démocratie, de détruire les républiques, les principes républicains, etc. Alors, avant de passer aux questions du public, parce que le temps file, quand même une question sur les grèves, parce que c'est l'objet de votre livre. Alors, vous avez 11 thèses. Alors, j'imagine que c'est un hommage aux 11 thèses sur Feuerbach de Marx. Et le 11 n'est pas choisi au hasard. À un moment donné, vous dites les grèves, alors il y a des grèves générales, il y a des grèves qui sont à l'échelle d'un pays, mais vous dites, parce que vous analysez la notion de temps et d'espace, c'est vraiment intéressant, et vous dites, non, il faut localiser plus, travailler dans le micro. Est-ce que vous pouvez expliciter ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait? Oui. Ce que j'appelle régulièrement dans le livre la miniaturisation des luttes. Alors, en gros, la genèse de cette notion de miniaturisation des luttes,
c'est que ce qui m'a passionnée donc j'ai rebasculé dans un mouvement politique très intense au moment du surgissement des Gilets jaunes en 2018, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et tout s'est enchaîné, c'est-à-dire qu'il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu le mouvement pour la défense de l'hôpital, le mouvement de défense de l'éducation, le mouvement de défense de l'université, le mouvement contre les retraites. Je vous rappelle quand même que le mouvement social de 2019 a gagné. Est-ce que vous avez ça en tête? Contre les retraites. Pardon, le projet de réforme des retraites. C'est pas le Covid qui a supplanté, contrairement à ce que j'entends sur les plateaux. Comment le Covid, comment la gestion Covid, pourquoi la gestion Covid aurait-elle discrédité le projet de retraite à points? Je vois pas le rapport. Si on n'avait pas gagné, ils auraient ressorti le projet de la retraite à points et puis ils l'auraient appliqué maintenant. En fait. Pourquoi ils ne l'ont pas ressorti? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient été battus. Par quoi? Par nous, par les gens qui se sont mobilisés contre. Donc je tiens à dire que c'est une victoire. Alors j'attends les contre-arguments, mais pour moi, c'est une victoire. Il faut rappeler que des fois, on gagne. Donc on a réussi à les faire reculer sur le projet de retraite à points, qui était un puissant mouvement et qui était un projet d'ailleurs intéressant sur le plan intellectuel, hyper dangereux mais très intéressant. Et ils ont été obligés à la place de mettre en place ce projet complètement comment dire, le projet actuel, qui est complètement brutal, c'est aberrant. Enfin, c'est d'une bêtise, on dirait. On a l'impression d'avoir des bœufs qui vous écrasent, quoi. Le projet de retraite à points était beaucoup plus fin, beaucoup plus pervers, beaucoup plus malin. Vous voyez, il y avait une espèce de... Beaucoup de gens pouvaient tomber dans le panneau. Il y avait une manipulation intellectuelle qui était beaucoup plus intéressante. Donc moi, je me suis passionnée pour le combattre, mais là, j'ai même pas envie d'en parler. Enfin, c'est tellement grotesque. Enfin, demander à des gens épuisés de travailler 2 ans de plus juste pour leur prendre leur vie, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Comme disait je sais plus qui. Alors, excusez-moi, c'est un peu grossier, mais il n'y a plus de mots tellement c'est la merde, quoi. Il n'y a plus de mots tellement c'est la merde. Il y a un moment, vous avez plus rien à dire. C'est tellement brutal, c'est tellement une manière de d'écrabouiller les gens, de les exploiter, que c'est comme le thatcherisme, c'est comme Margaret Thatcher. Moi, je peux même pas lui répondre, quoi. Voilà, c'est... Bon. Donc maintenant, ce mouvement ressurgit, enfin un nouveau mouvement social beaucoup plus comment dire, partagé, puisque maintenant les médias, en apparence en tout cas, soutiennent sont un peu eux-mêmes effarés par le nouveau projet. Et c'était quoi votre question? C'était la miniaturisation de la grève, en fait. Voilà. Et ce qui m'a fasciné là, et puis même là, alors là, moi j'ai été privée de mouvement contre les retraites, puisque j'ai eu un petit problème de santé qui fait que j'ai pas pu faire une seule manifestation. Bon, peut-être que je vais pouvoir en faire plus tard. Mais donc voilà, je n'ai pas été dans les cortèges parce que c'est arrivé pile quand je pouvais pas. Et donc bon. Ce que j'entends quand même de mes camarades qui manifestent, etc., c'est qu'on retrouve toujours ce problème de on va pas y arriver, ils vont nous avoir, et il faut toujours, alors je l'avais beaucoup vu en 2019, il y a toujours cette idée que il faut une victoire, une fin absolument massive, globale. Il y a toujours cette idée que il faut en finir, voilà, et puis il faut que ce soit immense, quoi. Il y a un rapport au temps et à l'espace qui pose problème et qui fait que du coup on se sent handicapé parce qu'on se sent écrasé par l'objectif. Alors qu'on peut lutter et faire la grève de manière minuscule et extrêmement efficace. Mais à condition qu'on s'y mette un peu partout, quoi, évidemment. Mais avant d'attendre que tout le monde s'y mette, on peut le faire soi-même. Donc, par exemple, moi, j'ai fait la grève pour vous donner un exemple, je le fais très souvent, hein, mais j'ai fait... alors, des fois, il y a des choses que je dis pas parce que c'est à éviter. Mais ça, je le dis, j'ai pas peur. J'ai fait la grève totale de... Comment ça s'appelle? Le distanciel, les cours en distanciel. Moi, j'en ai jamais fait. Et j'en ferai jamais. C'est grève totale.
je n'ai pas fait ça et je l'ai considéré que c'était un mouvement de grève. Malheureusement, j'étais seule à le faire et je n'ai pas lancé de mouvement. Alors c'est là qu'il y a un problème, c'est quand vous faites votre grève tout seul et que voilà. Mais pourquoi j'ai pas pu faire cette grève avec d'autres ? Parce que j'étais enfermée. C'était le confinement. Alors j'aurais pu passer 100 ans à téléphoner aux 500 personnes que je connais dans l'éducation nationale ou parce que j'en connais quand même plein pour leur dire si on faisait ça, bon, mais j'étais fatiguée, quoi. Vous voyez, j'avais autre chose à faire. Mais par contre, si on commence à se mettre dans cette culture-là et on se met tous à bloquer, à saboter, en fait, c'est ce qu'on appelle le sabotage. Ça. C'est très intéressant, le sabotage. Le sabotage, c'est on vous impose des conditions de travail qui sont insupportables, vous continuez à travailler, vous êtes à votre poste de travail, vous ne désertez pas, mais vous désactivez les trucs qui vous sont imposés, avec lesquels vous êtes en désaccord. Mais là où ça devient vraiment du sabotage, et une vraie grève au sens large, c'est quand vous le faites à plusieurs. Mais pour ça, on n'a pas besoin d'être toute la France ou le monde entier. On peut commencer juste déjà là où on est. Vous voyez, en disant non. Et alors, je dis que j'ai raté mon coup là-dessus. C'est pas tout à fait juste. Parce qu'en fait, moi, j'ai participé à un mouvement médiatique et politique pour discréditer les cours en ligne. J'ai été extrêmement active là-dessus. On a fait plein de tribunes et les journalistes qui voyaient leurs gamins complètement détruits par les cours en ligne à Sciences Po, les cours en ligne à la fac, les cours en ligne au lycée, etc., ils n'en pouvaient plus. Donc dès qu'ils voyaient quelqu'un qui leur donnait des éléments d'analyse pour dire que ce n'était pas des cours et que c'était, je sais pas quoi, une machine qui vous parle, mais ce n'est pas un cours, ce n'est pas un enseignant, c'est... Autant écouter des podcasts sur France Culture. Enfin, vous voyez, c'est pas ça un cours. Dès qu'on leur expliquait tout ça, ils étaient ravis. Donc, il y a eu une alliance entre tous ceux qui détestaient le Zoom, là, toutes ces horreurs, le pseudo, le fameux distanciel, et les médias. Et on a fait une campagne politique et médiatique intense. Et aujourd'hui, il apparaît clairement un peu partout que les cours en ligne, c'est insupportable, en fait. Alors que ça nous était présenté avant comme la modernité. C'était les e-universités, le e-campus, l'université du futur, toutes ces choses. Ils nous font pareil avec la e-médecine, la télésanté, etc. Alors que c'est très souvent c'est comme le low cost. Voilà. Alors qu'on ait besoin de l'informatique pour se parler ou du téléphone pour s'appeler quand on est à l'autre bout du monde ou qu'on a la jambe cassée, moi je suis pour, il n'y a pas de problème. Mais si on n'en a pas besoin, non, on se voit. Et on travaille ensemble. On n'a pas besoin d'être là. Ma connexion marche pas. John, oui, vous avez tous fait des réunions, peut-être Zoom. Ouais. Bon, c'est ridicule, quoi. Puis c'est pas très glamour. Merci Barbara Stiegler. On a beaucoup parlé de temps, de notion de temps, et on a pris le temps justement de déployer votre pensée. On a fait de l'anti-chaîne d'infos continue en fait ce soir.